Salut mes petits noobs, j'espère que vous allez bien. Alors comme pour chaque épisode de Deco Geek maintenant, je vous demande sur mon Instagram le sujet qui vous intéresse. Et ce coup-ci, certains m'ont demandé de parler de la saga Metroid. Car oui, pour ceux qui l'ignorent, 2021 est aussi l'année anniversaire de la saga. Même si elle n'est pas forcément du niveau de la saga The Legend of Zelda, les jeux Metroid sont majoritairement tous très bien notés. Alors retraçons ensemble l'histoire de Metroid et de son héroïne Samus Aran. Remontons donc dans les années 80, Nintendo a sorti sa Famicom en 1983 et des jeux qui ont connu un grand succès comme Super Mario Bros. Début 1986 est prévu un accessoire pour la console, le Famicom Disk System, un appareil que l'on branchait à la Famicom et qui du coup permettait la lecture de jeux sur disquette, qui avait plus d'espace de stockage et qui permettait de faire des sauvegardes. C'est d'ailleurs sur ce support qu'est sorti le tout premier Zelda. Mais à part ça, la liste de jeux annoncés pour la sortie du support n'est pas énorme, et le président de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, veut que tout le personnel disponible se lance à la création de nouveaux jeux pour le Famicom Disk System. Gunpei Yokoi, le créateur des Game & Watch, Game Boy ou autres, pour plus de détails, je vous renvoie à mon épisode de Deco Geek sur l'histoire de Nintendo. À cette époque, il est directeur de l'équipe de recherche et développement numéro 1 de Nintendo. Il réfléchit donc à un nouveau projet et va finalement confier la patate chaude à Hiroji Kiyotake et Hirofumi Matsuoka qui travaillaient sur le développement des Game & Watch depuis peu. Et oui, seulement 2 personnes au début pour développer Metroid, tout simplement parce que le reste des équipes de développement étaient sur d'autres projets. La tâche n'effraie pas les 2 bonhommes vu qu'ils se doutent que le reste des équipes viendra les aider après leur projet. Ils commencent le projet sans trop savoir quel jeu ils veulent vraiment faire. Ils vont d'abord commencer à animer un personnage en se basant sur Super Mario, mais en voulant apporter du réalisme. Ils s'inspirent aussi de The Legend of Zelda, et leur premier concept est simple. Un personnage qui se déplace en courant, qui peut tirer dans un monde ouvert, et le scénario lui aussi à ce moment-là est assez simple. Un androïde doit éradiquer des extraterrestres qui ont envahi un métro intersidéral. Le jeu au début est nommé Space Hunter, rapport au personnage qui est un chasseur dans l'espace, et sera vite renommé Metroid, qui mixe les mots métro et android. Le nom du personnage principal viendrait du vrai prénom du joueur de foot Pelé, qui s'appelle Edson Arantes do Nascimento, mais Hiroji Kiyotake pense qu'il s'appelle Sams Arantes do Nascimento, ce qui lui inspire le nom de Samus Aran. Et pour la planète d'origine des Metroid, ils vont s'inspirer de la Yamaha SR400, qui serait équipée d'une cylindrée de 388 cm3, ce qui donnera la planète SR388, et la planète Zebez est tout simplement la transcription du mot anglais The Base, donc la base, en français. Les 2 compères vont continuer à développer le jeu au jour le jour sans trop savoir ce que devra donner le produit final, mais petit à petit Nintendo va ramener les développeurs de la R&D numéro 1 sur le projet, et ce n'est que 3 mois avant la sortie du jeu que l'équipe de la R&D 1 arrive avec un certain Yoshio Sakamoto qui va prendre les rênes et diriger l'équipe de développement. Avec l'arrivée de la R&D 1, le développement avance mieux et de nouvelles idées émergent. L'équipe va s'inspirer du film Alien, sorti en 1979. Ils trouvent que les monstres du film collent parfaitement à l'univers qu'ils ont commencé à créer. Et pour rendre hommage au film, ils utiliseront le prénom du réalisateur Ridley Scott qu'ils donneront à un boss. Yoshio Sakamoto va également décider que le héros serait une femme. Metroid est d'ailleurs reconnu comme l'un des premiers jeux à intégrer une femme en personnage principal, même si avant Metroid, il y eut Miss Pac-Man, sorti en 1981, et surtout Baraduke de Namco, sorti en 1985, dont le personnage principal était une femme. Le jeu ressemble d'ailleurs beaucoup à Metroid. Et pour que le joueur ait la surprise de jouer une femme, il devra attendre la fin du jeu. Les développeurs décideront d'intégrer plusieurs fins au jeu, qui verra Samus enlever une partie ou la totalité de son armure, chaque fin étant en fonction du temps de jeu écoulé, ce qui créera un genre apprécié par beaucoup aujourd'hui, le speedrun. Car oui, si vous vouliez voir Samus enlever complètement son armure, il faudra finir Metroid en moins d'1 heure. La date de sortie sera fixée par Nintendo sans prévenir les équipes de développement.
Alors à l'approche de cette date, l'équipe se réunit car le jeu n'est même pas encore jouable. Ils vont décider de créer des niveaux labyrinthiques dans lesquels le joueur devra trouver des power-ups qui, chose exceptionnelle pour l'époque, seront permanents et qui permettront de débloquer de nouvelles zones à explorer. Les développeurs changeront la couleur des différents niveaux pour éviter que le joueur ne se perde, et ce qui devait être de simples couloirs de métro deviennent petit à petit une planète souterraine. Malgré le nouveau support du Famicom Disk System, l'équipe de développement manque quand même de place, alors pour en économiser, ils vont ruser. C'est comme ça que le power-up qui transforme Samus en Morph Ball, en petite boule quoi, vient donc de ce problème et du fait que les développeurs avaient du mal à créer une animation de qualité de Samus en train de ramper. Certaines animations de Samus seront aussi abandonnées par manque de place. L'intro du jeu aussi sera revu, Gunpei Yokoi voulait des animations de Samus mais Sakamoto ne mettra que le logo. Pour la partie musicale du jeu, c'est Hirokazu Tanaka qui s'en occupera. Il avait déjà travaillé sur Donkey Kong ou Duck Hunt entre autres, et Gunpei Yokoi lui laissera carte blanche. Le jeu sort donc le 6 août 1986 sur la Famicom. Il faudra attendre le 15 août 1987 pour la version NES en Amérique du Nord et le 15 janvier 1988 pour la version NES en Europe. On se retrouve dans le futur au moment où une forme de vie inconnue venant de la planète SR388 est en train d'être ramenée sur Terre. Les scientifiques pensent que cette forme de vie est sûrement celle qui a tué le peuple Chozo. Ces créatures, ce sont les métroïdes, elles sont maintenues dans un état léthargique par les scientifiques, mais des pirates de l'espace finissent par s'emparer des métroïdes et ils pourraient s'en servir comme une arme. La Fédération Galactique envoie donc des équipes pour retrouver ces pirates de l'espace qui se trouvent sur la planète forteresse Zebes. L'attaque se soldera par un échec, il est donc décidé d'envoyer un chasseur de primes pour infiltrer la planète Zebes et tuer le leader des pirates de l'espace, Mother Brain. Ce chasseur de primes, c'est donc Samus Aran, un humain robotisé qui va devoir traverser le monde labyrinthique de Zebes parsemé de créatures hostiles. Les critiques sont très bonnes, on note que l'univers est plus sombre que les autres jeux de Nintendo de l'époque, Metroid se veut plus mature et plus sérieux, il est reconnu pour son originalité, beaucoup de critiques noteront tout de même la difficulté du jeu, le jeu se vendra à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Il inspira même quelques années plus tard le jeu Castlevania Symphony of the Night, créant un nouveau genre, le Metroidvania. En gros, un Metroidvania, c'est un jeu de plateforme doté d'une immense carte que le joueur doit explorer et avec des zones fermées que le joueur pourra explorer une fois de nouveaux items, armes ou capacités débloqués en les cherchant dans les zones ouvertes. Voilà, alors maintenant qu'on a vu la création de la saga, on va accélérer un peu pour parler des autres jeux Metroid. Avec le succès du premier opus, et en attendant la sortie d'une nouvelle console, Nintendo lance la production d'un épisode Metroid sur sa Game Boy. Malheureusement, les créateurs du premier opus sont occupés sur d'autres projets, Hirofumi Matsuoka et Yoshio Sakamoto ne travailleront pas sur cet opus, c'est donc Hiroji Kiyotake qui va diriger ce deuxième opus. Et pour ce deuxième épisode, l'équipe va reprendre l'essentiel du gameplay du premier opus, mettant ce coup-ci en avant un peu plus d'action que le premier opus. Pour le scénario, ils continueront à s'inspirer de la saga Alien, avec ce coup-ci le film Alien Le Retour de James Cameron, sorti au cinéma en 1986. On a donc Samus qui va devoir se rendre sur la planète d'origine des Metroid pour les éradiquer. Un compteur sera ajouté pour savoir combien de Metroid il vous reste à éliminer, et à chaque fois que vous éliminez un nombre déterminé de Metroid, un tremblement de terre aura lieu, faisant baisser le niveau de la lave, et débloquera donc de nouvelles zones à explorer. Le jeu sortira en 1991 en Amérique du Nord, car la Game Boy cartonne sur le sol américain, puis en janvier 1992 au Japon, et en fin mai 92 en Europe. Toujours dans l'ombre de Mario et Zelda, Metroid 2 rencontre un bon succès et de bonnes critiques, mais se vendra moins que le premier opus. Et pendant tout ce temps, Yoshio Sakamoto, lui de son côté, avait en tête la vraie suite de Metroid, mais attendait que Nintendo sorte sa Super Nintendo, ce qui sera le cas dans le début des années 90. L'équipe du premier opus se retrouve, Yoshio Sakamoto veut faire mieux que le premier jeu, créer un monde plus vaste et ce coup-ci mettre en avant l'exploration dans un univers encore plus sombre. Samus est à la poursuite des pirates de l'espace dans 6 niveaux différents.
de nouvelles armes et power-ups sont ajoutés. C'est donc en 1994 que sortira Super Metroid, qui recevra de très bonnes critiques, mais se vendra toujours moins bien que le premier opus. Et après ça, pas grand chose, des rumeurs feront état d'un possible Metroid sur Nintendo 64, mais Nintendo dément plusieurs fois. Shigeru Miyamoto lui dira plus d'une fois son désir de vouloir un nouvel épisode de Metroid. Yoshio Sakamoto lui aussi dira vouloir développer un nouveau jeu Metroid, mais pas sur la Nintendo 64, dû à sa manette, car il ne savait pas comment tirer parti du trident et de son stick. On notera tout de même l'apparition de Samus dans plusieurs jeux estampillés Nintendo. Samus sera même un personnage jouable de Super Smash Bros sur la Nintendo 64 en 1999. Mais revenons à la saga Metroid, on se retrouve en 1998 dans le studio de développement Retro Studio, créé par Jeff Spangenberg, l'un des anciens fondateurs de Iguana Entertainment, le studio derrière la série Turok, deux jeux sortis en 1997 et 1998. Après s'être fait virer de Iguana Entertainment, Jeff Spangenberg crée donc Retro Studio et se rapproche de Nintendo of America pour établir un partenariat avec Nintendo. Nintendo va donc demander à Retro Studio de développer 4 jeux pour son projet Dolphin, qui sortira plus tard sous le nom GameCube. Les jeux devront être pour un public plus âgé que le public des jeux développés par Nintendo. Alors même s'ils n'ont pas encore de kit de développement, Retro Studio se met au travail très rapidement sur les 4 projets, mais les conditions de travail chaotiques et le développement prenant trop de retard, Nintendo n'est pas satisfait des 4 projets, les jugeant pas à la hauteur, et après une visite de l'entreprise de plusieurs membres de Nintendo, dont un certain Shigeru Miyamoto, les 4 projets sont gelés, mais il salue le moteur de jeu que le studio a créé, et Shigeru Miyamoto va décider de confier un jeu Metroid à Retro Studio. C'est donc en 2000 que commencera le développement de Metroid Prime. Miyamoto, qui n'avait pas encore travaillé sur un épisode Metroid, s'impliquera comme à son habitude à fond sur le projet, et il sera d'ailleurs producteur de cet opus. Durant le développement, Jeff Spangenberg vendra ses parts à Nintendo et Retro Studio deviendra une filiale de Nintendo. Sakamoto contrôlera que Retro Studio respecte bien les codes de Metroid. Chaque idée, ajout ou autre sont validés par Nintendo. Le jeu sortira encore une fois en premier sur le sol américain le 19 novembre 2002 et quelques mois plus tard au Japon et en Europe, sous le nom Metroid Prime. Le succès commercial est au rendez-vous, quelques critiques sont faites mais la majorité des critiques encensent le jeu. Dans cet opus, Samus sera une nouvelle fois à la poursuite des pirates de l'espace, les power-ups seront toujours présents, une nouvelle fois il y aura plusieurs fins au jeu, dont une qui présentera une possible suite avec un Samus sombre, plus connu sous le nom Dark Samus. Plus de 2 millions de ventes, Metroid arrive enfin à rivaliser avec Zelda et Mario. La même semaine que la sortie de Metroid Prime est sorti Metroid Fusion, un opus pour la Game Boy Advance dirigé là encore par Yoshio Sakamoto. Le jeu mise un peu plus sur l'action que l'exploration. Le jeu est considéré comme une simple adaptation mais est plutôt réussi, mais ce n'est rien à côté du succès de Metroid Prime qui va pousser Nintendo à développer une suite. Mais avant Metroid Prime 2, Nintendo sortira un remake du tout premier Metroid sur sa Game Boy Advance sous le nom Metroid Zero Mission. Il verra le jour en février 2004 en Amérique et quelques mois plus tard en Europe et au Japon. Le jeu n'est pas qu'un simple portage, les graphismes sont améliorés, il y a de nouveaux items, de nouvelles zones, le scénario est légèrement réécrit pour en apprendre un peu plus sur les origines de Samus, et une partie du jeu se fera sans l'armure de Samus, on l'appellera alors Samus Zero Suite. Et petite parenthèse sur Samus sans armure, la première fois qu'on l'avait vu il s'agissait de Pixel, mais dans cet opus on y découvre une magnifique femme blonde en combinaison moulante qui sera un personnage jouable de la franchise Super Smash Bros à partir de l'opus Brawl. C'est quelques mois après la sortie de Metroid Zero Mission que sortira la suite de Metroid Prime 2 Echoes sur GameCube, développé là encore par Retro Studio. Dans cet opus, Samus affrontera en plus des pirates de l'espace son double maléfique, Dark Samus, qu'on voyait donc dans la fin de Metroid Prime. Retro Studio reprenant le principe de l'opposition entre la lumière et l'ombre, le jeu reçoit là encore de très bonnes critiques mais se vendra moins bien que le jeu original. Je passe rapidement sur l'opus Metroid Prime Pinball sur Nintendo DS, sorti en 2005, qui sera un simple jeu de flipper dans l'univers de Metroid Prime.
Par contre, en 2006, toujours sur la Nintendo DS, sortira Metroid Prime Hunters, qui lui sera développé par Nintendo Software Technology, une autre filiale américaine de Nintendo, car Retro Studio n'était pas disponible. Metroid Prime Hunters sera considéré comme l'un des meilleurs jeux d'action de la DS. Pour une fois, un jeu Metroid sur console portable ne sera pas en 2D, mais sera comme ses grands frères sur console de salon en 3D en vue à la première personne. Un an plus tard sortira Metroid Prime 3 Corruption, ce coup-ci sur la Wii, offrant des environnements plus vastes. Samus est de nouveau confrontée aux pirates de l'espace et à Dark Samus, dont elle pensait s'être débarrassée à la fin du deuxième opus. Cet opus va mettre en place une nouvelle façon de jouer due à la Wiimote et au Nunchuk. Le jeu est une nouvelle fois très bien noté, certains diront même que c'est le meilleur opus de la série. Et suite à ce succès, Nintendo sortira une compilation des 3 opus Prime sous le nom de Metroid Prime Trilogy, sorti en 2009 sur la Wii. Et un an plus tard, en 2010, Nintendo sortira Metroid Other M, toujours supervisé par Sakamoto. Après avoir sorti des jeux en 2D, 3D, vu à la première personne, cet opus mixera un peu tout ça, ce qui donnera un jeu jouable uniquement à la télécommande Wii, soit en la tenant à l'horizontale, le jeu sera alors en vue à la 3e personne, Samus aura une liberté de mouvement et elle pourra tirer, sauter, se transformer en Morph Ball, ou alors vous tenez la Wiimote en la pointant vers l'écran. Là, le jeu passera en vue à la première personne. Cette vue sera la seule façon d'utiliser certains objets. L'opus met également l'accent sur le scénario. C'est le premier jeu Metroid à avoir des dialogues. Les graphismes sont salués, certes bien notés, mais il ne se vendra pas aussi bien que ce qu'espérait Nintendo. On retourne sur console portable avec la 3DS maintenant en 2016 avec l'opus Metroid Prime Federation Force, développé ce coup-ci par le studio canadien Next Level Games, premier opus qui ne nous mettra pas aux mains de Samus mais des membres de la Confédération Galactique. Opus le plus mal noté de la saga Metroid, les joueurs lui reprocheront de ne pas être un vrai Metroid, certainement dû à l'absence de Samus et le côté un peu cartoon qui n'a pas dû plaire à tout le monde. Un an plus tard, toujours sur 3DS, sortira le remake de Metroid 2 Returns of Samus, intitulé Metroid Samus Return. L'histoire reste similaire au titre original, mais de nouveaux contrôles sont mis en place, les graphismes et le gameplay sont améliorés. Yoshio Sakamoto sera bien sûr à la baguette, bien qu'il n'avait pas participé à Metroid 2. Il travaillera avec le studio Mercury Steam, studio qui a développé 3 jeux Castlevania. Assez drôle si vous avez bien suivi, quand on sait que ces 2 licences ont créé un genre à elles seules. Mais revenons à Metroid, Sakamoto voit ce jeu comme un jeu à part entière et certains joueurs le ressentiront au moment de la sortie du jeu. Les critiques sont bonnes, le jeu remporte même le titre de meilleur jeu mobile. Et depuis, c'est un peu plus calme. En 2017, on a bien eu une petite vidéo teasant un Metroid Prime 4 sans rien montrer du jeu. Et après, silence radio jusqu'en 2019 où Nintendo communiquera sur le jeu disant qu'il n'atteint pas les standards de qualité requis par Nintendo et que le processus de développement va reprendre à zéro avec Retro Studio. Et si on a pu voir des recrutements pour Retro Studio circuler sur les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment plus d'infos. Mais il y a peu, Nintendo a annoncé la future sortie de Metroid Dread, jeu qui avait fait parler de lui en 2005 pour une sortie sur DS, puis après, peu d'infos ont circulé, beaucoup de rumeurs que Nintendo réfutait à chaque fois, et puis finalement il aura fallu attendre l'E3 2021 pour enfin avoir le dernier mot. Metroid Dread sortira en octobre 2021 sur la Switch, et de ce qu'on a pu voir, il sera un jeu en 2D. Est-ce que c'est le jeu qui était prévu pour 2005 sur DS avec de meilleurs graphismes ? À l'heure où j'écris cette vidéo, je n'ai pas plus d'infos sur le jeu. Nous verrons dans quelques mois ce que nous réserve ce jeu en attendant Metroid Prime 4. Metroid a aussi eu le droit à des adaptations en manga et comics. Un projet de film sera même lancé, plusieurs boîtes de production étaient sur le projet, mais avec la complexité d'adapter un jeu en film et les restrictions que mettait Nintendo pour éviter les échecs des anciennes adaptations en film de ces jeux. En 2007, les droits sont perdus et le projet tombe à l'eau. En même temps, adapter un jeu en film qui s'inspire déjà beaucoup d'un film paye ton originalité. Voilà mes petits noobs pour la saga Metroid.
Parti d'une idée de seulement 2 personnes, puis façonné en majeure partie par Yoshio Sakamoto, avec cette saga, Nintendo, qui voulait un jeu plus sérieux et plus sombre, a créé une icône féminine du jeu vidéo bien avant Tomb Raider. Metroid a su créer un univers très riche et de qualité, bien que toujours dans l'ombre de Mario et Zelda. La licence s'est vendue à plus de 17 millions d'exemplaires, avec souvent de très bonnes critiques, et la saga n'a pas fini de faire parler d'elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre opus préféré de la saga, et écrivez le mot Samus en commentaire. N'hésitez pas également à me proposer un sujet pour un prochain épisode de Dico Geek. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, bye bye.